Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Club Europe, l'émission, vous le savez, chaque semaine, on décortique, on analyse toute l'actualité Europe de la semaine. Évidemment, on est au Parlement européen. Club Europe, c'est parti. Alors, le sommaire de cette émission, on va évidemment évoquer AUKUS, l'alliance entre les USA, l'Australie et la Grande-Bretagne qui met l'Europe au défi, notamment en matière de diplomatie et de défense. On va en parler. On évoquera aussi le départ d'Angela Merkel après 16 ans à la chancellerie allemande. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne? Suspense. État de droit également en Pologne, avec toujours ces pressions sur l'indépendance, sur la justice et sur l'indépendance de la justice. On parlera de la Slovaquie, où les députés européens mènent également une mission pour observer le respect des droits fondamentaux là-bas. Et puis, la conférence sur le futur de l'Europe, last but not least, des panels citoyens ont été établis. Mais à quoi peut-on s'attendre? Tout ça, c'est dans Club Europe. Alors, mes invités pour aborder cette très riche actualité européenne, j'ai à mes côtés Charles Goerens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député luxembourgeois, membre de Renew et vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles. Eric Bons, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes allemand et journaliste indépendant ici à Bruxelles. Et puis Maya Delabaume, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Politico, spécialiste des questions européennes. Alors, je vous propose qu'on commence en retrouvant notre séquence hebdomadaire. C'est l'œil du commissaire avec Didier Reynders. Et comme chaque semaine, on retrouve Didier Reynders pour notre séquence l'œil du commissaire. Bonjour commissaire. Bonjour Martin Alexandre. Alors, un sujet qu'on voulait aborder avec vous cette semaine, c'est inévitablement le fameux AUKUS, cette alliance entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Un coup de poignard pour l'Europe, a quasiment dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, elle a clairement marqué sa solidarité avec la France, mais au-delà de cela, montré que c'est toute l'Europe qui est évidemment en question, parce que nous avions développé une stratégie Indo-Pacifique, donc dans la même région, et puis on constate que nous sommes mis un peu de côté par cette alliance entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, outre le problème plus spécifique du contrat sur les sous-marins français. Mais j'avais déjà eu l'occasion de dire à l'occasion de l'élection de Joe Biden qu'il ne fallait pas se faire d'illusions. Les Américains ont leur stratégie, ont leurs intérêts, et ces intérêts priment sur beaucoup d'autres choses. Donc l'Europe doit apprendre à développer de plus en plus sa propre autonomie stratégique. Ça veut dire quoi? Quelque part, on est aussi un peu naïfs, nous autres Européens, et les conséquences de ça, c'est quoi? Notre armée européenne, est-ce que ça peut être un déclic, ce genre d'événement, Didier Reynders? J'espère que ça va renforcer cette volonté d'autonomie de l'Union européenne, parce que quand on est capable d'avoir son autonomie stratégique, on peut alors avoir des partenariats d'égal à égal. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. L'Europe est à la pointe en matière de vaccins, a pu couvrir ses besoins, a exporté énormément, va d'ailleurs faciliter la vaccination à l'échelon global, alors que les États-Unis s'étaient refermés sur eux-mêmes. Mais on a vu les difficultés lors de l'évacuation de l'Afghanistan et de Kaboul, où les Américains ne se sont pas coordonnés avec notamment les Européens. On voit ce dossier ici dans la région Indo-Pacifique. Nous devons continuer à faire la même chose dans d'autres domaines. Être à la pointe, comme on l'a été avec les accords de Paris sur le changement climatique. Les États-Unis sont sortis, ils sont revenus maintenant. Comme on l'est dans la protection des données. En matière de défense, il faut développer une politique industrielle de défense en Europe. Il faut aussi, effectivement, renforcer notre capacité d'action en intégrant mieux, en coordonnant mieux nos efforts de défense, comme on doit le faire dans d'autres domaines. Thierry Breton évoquait récemment les microprocesseurs. Vous savez que nous avons en Belgique, avec IMEC à Louvain, un centre de recherche leader mondial en matière de microélectronique. Là aussi, on doit développer notre autonomie stratégique de recherche et de production pour garantir le développement industriel. On sait qu'en matière de défense, c'est parfois difficile d'avancer à 27 parce qu'il y a parfois des réticences. Est-ce qu'une des solutions, ce serait de dire, voilà, on avance vers une armée européenne avec ceux qu'ils souhaitent finalement, les États membres qui veulent aller de l'avant? Alors, il y a deux choses. Je crois d'abord il faut effectivement le faire le plus rapidement possible avec tous ceux qui le souhaitent, donc peut-être aller vers des décisions qui ne seront plus nécessairement à l'unanimité. Mais on ne parle pas vraiment d'une armée européenne, on parle surtout d'une intégration, de la coordination des armées qui existent, d'avoir un pilier européen beaucoup plus fort au sein de l'OTAN. J'ai été visiter la semaine dernière l'Eurocorps à Strasbourg, qui est dirigé maintenant par un général belge. Eh bien, cet Eurocorps pourrait jouer un rôle plus important pour coordonner les actions militaires. On a ce qu'on appelle des battle groups. On ne les a jamais utilisés, ils sont là.
en alerte lorsqu'il le faut. Et chaque fois que l'Union européenne a dû faire un choix, on a choisi de travailler autrement, avec des initiatives nationales. Donc, c'est vraiment l'idée de mieux intégrer les armées, mais je le répète, si on veut intégrer les armées européennes dans une coordination plus forte, il faut aussi développer une politique industrielle de défense. Regardez l'aviation civile. Nous sommes présents parce qu'il y a Airbus. Face à Boeing, il y a des Chinois maintenant. Dans le domaine militaire, on est beaucoup moins présent parce qu'il y a une diversification trop importante en Europe. Donc, on doit intégrer plus la politique industrielle de défense. Recentrer les efforts et peut-être un coup de boost pour cet Eurocorps à Strasbourg. Dernière question, très brièvement. Vous savez que Angela Merkel quitte la scène, notamment la scène allemande, mais la scène européenne après 16 ans à la chancellerie. Peut-être un fait marquant qui a marqué ces 16 ans pour vous, ce serait quoi, Didier Reynders? Vous retiendriez quoi de la chancelière? Ben, cette capacité, bien sûr, de défendre les intérêts allemands, comme chaque chef de gouvernement doit défendre les intérêts de son pays, mais de pouvoir les transcender lorsque des décisions sont importantes sur le plan européen. Et on vient de le vivre avec la création de la dette consolidée européenne qui permet les plans de relance. Donc je retiendrai vraiment, dans les derniers mois de ces mandats, cette capacité à nouveau, comme elle l'a fait dans d'autres dossiers, de transcender parfois le débat allemand pour faire progresser l'Europe. J'espère que, quel que soit le prochain chancelier ou la prochaine chancelière et la prochaine coalition en Allemagne, on aura toujours cette capacité, lorsqu'il le faut, de transcender le débat national pour faire progresser l'Union européenne. Eh bien, on va en parler un peu plus tard avec nos invités. Merci Didier Reynders et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, ça c'était l'œil du commissaire avec Didier Reynders. On va entrer dans le vif du sujet en abordant ce fameux AUKUS, cette alliance entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les USA, les sous-marins de la discorde. Je vous propose d'écouter, de regarder brièvement ce qu'en dit le président américain Joe Biden et puis on en parle avec mes invités. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs. Alors, Joe Biden ne veut pas d'une nouvelle guerre froide. Monsieur le député, j'ai posé la question à Didier Reynders, la même question. Est-ce qu'on n'a pas quand même fait preuve de beaucoup de naïveté chez les Européens à croire qu'avec Joe Biden, tout allait changer et c'était le nouveau grand ami des Européens? C'était sous-estimer les courants de fond des États-Unis. Il y a belle lurette qu'on sait que les États-Unis en ont marre de payer pour notre sécurité. Ils payent un prix double de ce que payent les Européens. On le sait depuis très belle lurette. J'étais ministre de la Défense entre 1999 et 2004. Là, déjà, on parlait de capacités manquantes, insuffisantes, au plan de l'OTAN, aussi bien qu'au plan de l'Union européenne. Je constate que depuis une vingtaine d'années, oui, 20-25 ans, les Américains ne freinent plus l'ardeur des Européens à se doter d'une dimension européenne de la défense sans se départir de la solidarité nord-atlantique. Donc je crois que les Européens doivent faire une introspection pour voir ce qu'ils ont manqué par le passé. Il y a les péripéties, je dirais, pour ce qui est des grands courants. L'élection de Biden, ça peut paraître aujourd'hui comme une péripétie, mais les grands courants, c'est que les Américains en ont marre et les Européens doivent enfin s'émanciper. Allez, on regarde ce qu'en pensent les autorités françaises qui n'étaient pas contentes du tout, c'est un euphémisme, et puis on en parle, regardez Clément Beaune. Européenne, le soutien à la France a été extrêmement net. Il a été exprimé par la présidente de la Commission européenne, il a été exprimé par le président du Conseil européen, il a été confirmé aussi par le haut représentant Josep Borrell, qui ont tous dit, dans des mots différents, un soutien total, la nécessité d'être respectés comme Européens, car tous ont aussi souligné qu'il ne s'agissait pas d'une difficulté ou d'un sujet français, mais bien d'un sujet européen. C'est vrai, Maya, c'est un sujet européen. Les Européens ont fait corps derrière la France. Les Européens, oui, je suis plus nuancée parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'Européens qui ont trouvé la réaction française extrêmement dure, extrêmement forte. En parlant de duplicité, etc. Voilà, en parlant de trahison, on a quand même demandé à ce que les ambassadeurs rentrent. La France a fait quand même a agi de façon très symbolique pour exprimer cette colère
voilà, cette trahison. Rappel des ambassadeurs. Rappel des ambassadeurs, c'est quand même sérieux de rappeler des ambassadeurs. C'est pas... Et je pense que les Européens, même, bon, il y a une solidarité de fait, parce que c'est la France, voilà, mais il y a aussi eu, je pense, en tout cas ceux qu'on a interrogés, une exagération. Enfin, ils ont trouvé qu'il y avait un peu une exagération française à une grande dramatisation. Ouais. Peut-être aussi qu'il y a une campagne présidentielle bientôt et qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, peut-être même une récupération un petit peu. Mais j'ai trouvé la réaction des Européens plus nuancée, même si elle était solidaire forcément, parce que c'est la France. On regarde la réaction justement de Josep Borrell, le haut représentant européen pour la politique étrangère, et puis on voit avec Eric notamment ce qu'il en pense. During the discussion, the ministers expressed a clear solidarity toward France, and this announcement run counter to call for greater cooperation with the European Union in the Indo-Pacific. Oui, Eric, solidarité derrière la France ou en Allemagne, par exemple? Est-ce qu'on s'est ému de ça Non, pas tellement. Non. Il y avait une solidarité, mais avec un peu de retard. Alors, la première qui est sortie, c'était, à mon étonnement, la présidente de la Commission européenne, qui est allemande, Madame von der Leyen, qui a dit sa solidarité. Et après, seulement, le ministre des Affaires étrangères, M. Maas, a dit à peu près la même chose. Mais, par exemple, Madame Merkel n'a dit mot. Donc, elle est restée silente. Et il faut savoir que l'Allemagne aussi voulait faire le commerce des sous-marins avec les Australiens. Avec les Australiens. Voilà. Et ça n'a pas marché. Donc, il y avait certainement une certaine déception de la part de l'Allemagne, mais elle était partie prenante et pas tellement chaude à soutenir la France dans cette affaire. Il faut savoir aussi que l'Allemagne mise beaucoup sur M. Biden. De tradition, elle est transatlantique et elle reste. Voilà. Elle le reste, oui. Voilà. Sur la dimension qu'évoquait Monsieur le député, les Bauges de cette défense européenne dont on parle depuis maintenant, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Est-ce que vous croyez que ça va être un coup de kick, un coup d'accélérateur, Maya, Moi, Eric, et puis on revient chez Monsieur le député. Ça a été cet épisode, justement, AUKUS, a été une occasion parfaite pour la France de dire aussi, voilà, maintenant, on veut cette autonomie stratégique, c'est-à-dire cette défense européenne, et ça prouve encore une fois que c'est ce qu'il faut qu'on crée maintenant. C'est-à-dire que c'était sans doute une opportunité qui était la bonne opportunité pour exprimer ce que la France veut depuis le début, qui est plus de souveraineté, plus d'autonomie stratégique, c'est le mot qu'emploie souvent le président de la République. Et ça prouve aussi que c'est justement, maintenant il faut voir, c'est la solidarité européenne qui doit être en jeu là maintenant. Donc c'est une façon de le... C'était voilà, un épisode parfait pour démontrer que c'était important. Plus important qu'avant. Qui prend les choses en main alors maintenant à ce niveau-là? Didier Reynders parlait on a déjà le record, disait-il. Est-ce que c'est ça, les Bauges de l'armée européenne Alors, en Allemagne, le concept d'autonomie stratégique n'est pas encore entré dans les mœurs. Alors, il y a peu, la ministre de la Défense, Mme Kramp-Karrenbauer, a dit que ça n'existe pas, c'est un concept très flou, on n'y arrive pas. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a le parapluie de l'OTAN et on se met... Voilà, c'est ça. On est les amis de toujours, on pense, en Allemagne, des États-Unis, ce qui n'est pas vrai, évidemment, avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est comme ça dans le donc il n'y a pas cette réflexion comme il y a en France. Alors, c'est ça que vous voulez dire. Ça, c'est intéressant, hein, Charles Goerens. Vous qui êtes luxembourgeois, là, vous êtes pro, j'imagine, en faveur du développement et de cette armée, de cette autonomie stratégique Quand on est originaire d'un petit pays, on comprend plus tôt que les autres qu'on a besoin d'une solidarité. Le Luxembourg avait essayé tous les régimes politiques. On était neutre en 1939, ça ne nous a servi à rien. Après la guerre, on a fait partie de toutes les alliances. On a été pays fondateur de l'Union de l'Europe occidentale, pays fondateur de l'OTAN, pays fondateur du marché commun, donc de la CECA, du marché commun. Un adepte de la poursuite de l'intégration européenne. Donc jouer à fond la carte de la collaboration. Oui. Mais je crois que pour ce qui est de l'OTAN, il y a une perception très divergente entre les Français et les Allemands. Quand on voit le diagnostic de Macron, il dit l'OTAN est virtuellement morte. Il l'a dit. Hein, il a parlé de mort cérébrale. En Allemagne, c'est tout à fait le contraire. Alors, je crois que les deux doivent se reprocher. Si l'Allemagne et la France ne s'entendent pas sur une défense commune, il n'y aura pas de défense commune. On a besoin... Mais ce qui est encore plus important que la défense commune, c'est une union politique. Une union politique qui définit les objectifs dans lesquels doivent se reconnaître la puissance de feu de l'Union européenne. Une bonne union politique
prévient des conflits. Oui, donc, vous êtes fédéraliste là en disant ça, vous voulez quoi? Ou à 27 entendu, ou alors bien via des entendu, coopérations renforcées? Enfin, Qu'est-ce qu'il faut encore pour convaincre les Européens de s'unir? Est-ce qu'on n'a rien appris de Kaboul? On dit qu'il faut à l'Union européenne des hélicoptères de combat pour pouvoir sécuriser un aéroport. C'est quand même à hurler qu'on n'a pas encore ça. Et le catalogue des capacités manquantes, tant de l'OTAN que de l'Union européenne, auquel je faisais référence tout à l'heure, révèle depuis 25 ans l'absence de ce matériel. Alors, il y a un très beau projet industriel européen qui a réussi, c'est le A400M. Ah, expliquez. Vous avez vu le Airbus A400M à Kaboul. Hein. Il n'y avait que des Airbus A400M. Moi, ça veut dire que quand on se serre les coudes, on peut arriver à faire quelque chose. C'est un beau projet industriel, il a coûté cher, mais c'est un projet européen. Et on n'est pas dépendant pour ce qui est des pièces de rechange de la Russie, parce qu'à l'époque, il y en avait qui vouloir russe ou américain. Ce qui est en toile de fond, c'est la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Enfin, c'est banal ce que je dis parce que tout le monde le dit, mais en fait, c'est ça. Cet épisode de AUKUS, mais aussi l'Afghanistan, ça a montré qu'on était beaucoup trop dépendant des États-Unis. L'Afghanistan, où on était dépendant des États-Unis pour le retrait, quoi. Pour le retrait, pardon, exactement, des troupes. Et juste, voilà, c'est ça, en fait, que cet épisode a montré et qui donne de la force à ce que dit Macron. C'est il faut se débrouiller seul maintenant. L'autonomie stratégique, on doit la créer justement à cause de ça. Parce mais quand on voit qu'en Allemagne, Eric le disait, c'est pas du tout le même mindset. C'est difficile. Oui, mais parce qu'il y a des divisions aussi dans votre groupe, je pense, chez Renew Europe, de ceux qui justement pensent que l'OTAN est très important et qu'il faut maintenir absolument l'OTAN, notamment pour les pays baltes, pour les pays de l'Europe de l'Est, et ceux justement plus à l'ouest de l'Europe, qui sont beaucoup plus fédéralistes. Je pense qu'il y a des divisions. Chez les libéraux aussi, vous n'êtes pas tous alignés là-dessus, comme demande Maya? Il vient du quatre coins de l'Europe, donc ils sont tous issus d'une culture de défense différente. Le seul pays en Europe qui a une vraie culture de défense, c'est la France. En Allemagne, il était plutôt de bon temps d'ignorer ou de rester muet sur l'existence de l'armée. Donc, ils voulaient la dépendance à tout prix. L'Allemagne, même jusqu'à une certaine époque, voulait l'agence de contrôle des armements basée à Paris pour pouvoir certifier vers l'extérieur une garantie de non-fabrication d'armes chimiques et nucléaires. Donc, et la France était tout à fait le contraire. Il n'y a pas cette culture militaire en Allemagne. Heureusement, j'ose dire, mais il y a une autre dimension dans cette affaire. Il n'y a pas que la dimension militaire, il y a aussi la dimension commerciale, on a déjà abordé ça, mais stratégique aussi parce que l'Europe, M. Borrell, vient de sortir la stratégie européenne pour la région, pour le Indo-Pacifique, je crois, on dit ça en français aussi. Oui, voilà. Et il y a des intérêts divergents entre l'Europe, l'Allemagne, la France et les États-Unis sur la Chine. Parce que l'Europe ne cherche pas la confrontation, mais plutôt une coopération commerciale avec la Chine, surtout l'Allemagne. Donc c'est vraiment plusieurs dimensions qui rentrent dans ce problème. Je voulais encore aborder avec vous dans ce chapitre-ci la partition de la Grande-Bretagne. On a l'impression que Boris Johnson fait un pied de nez finalement aux Européens en disant « Regardez, j'ai trouvé mes nouveaux associés, entre guillemets, toute une série de mesures qu'il prend. Il change même, il revient à l'ancien système métrique britannique pour montrer qu'il prend bien toute son indépendance. Il fallait s'y attendre, Maya? Ah oui, il fallait s'y attendre totalement. Il allait créer de toute façon cette espèce d'axe anglo-saxon sur lequel il reposait. C'était déjà prévu qu'il y ait un rapprochement avec les États-Unis, même s'il y en avait déjà, mais il y en aura encore plus, ça sera encore plus fort après. Oui, il est en train de prouver que voilà ce que. Parce qu'on pensait que ça tenait finalement à l'entente entre Donald Trump et Boris Johnson. Finalement, c'est plus large que ça. Indépendamment des personnages, on voit qu'il y a clairement un axe Londres-Washington. Oui, mais rappelons tout de même que c'est Biden qui a recadré Johnson pour ce qui est de la problématique en Irlande du Nord. Hein. Et là, il a obtempéré. Hein. Donc, ils ne sont pas des partenaires égaux. Hein. Ils dépendent donc très étroitement. Mais il va faire du tort. Ils vont faire du tort à l'Europe, là, les Britanniques, en matière commerciale, en matière militaire aussi. Enfin, militaire s'entend, évidemment. Mais bon. Nous pouvons nous permettre toutes ces nuances, et c'est bien. Je veux bien vivre dans une Union européenne qui a la liberté d'expression. Mais voyons un peu comment l'Union européenne est perçue à l'extérieur. Si elle est perçue comme une entité à laquelle on s'entre-déchire, c'est pas bon pour l'Europe. Et l'Occident, si vous demandez à un Afghan qu'est-ce que vous reprochez à l'Europe,
Ils disent on reproche à l'Occident de nous avoir laissé tomber. Il ne faut pas la nuance. D'avoir suivi les Américains. Il ne faut pas la différence entre les Américains et les Européens. Nous sommes tous co-responsables aux yeux des opprimés dans le monde. Alors, si nous voulons faire avancer notre modèle, nous devons nous donner les moyens. L'ancien président de la Commission Juncker disait nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Parce que nous nous refusons les moyens de décider. Les mécanismes décisionnels sont tellement lourds et sont tellement compliqués, l'unanimité, etc. On en parle divisés de l'extérieur. Donc, ayant une lecture commune de la situation en Europe, une lecture commune dans le monde, sachons que nous avons besoin de garder le dialogue pour le climat, la sécurité et la santé, avec tous. Même avec la Corée du Nord. Bon sujet pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, ça peut-être. Mais on y viendra un peu plus tard dans l'émission. On marque une petite pause et puis on aborde le chapitre Angela Merkel, qui quitte évidemment la scène allemande et européenne à fortiori. Alors, Angela Merkel, la chancelière allemande, quitte le pouvoir après 16 ans à la tête du pays. Ça crée évidemment une onde de choc ici à Bruxelles. On va revenir sur le chapitre Angela Merkel et l'Europe. Je vous propose de regarder brièvement ce petit portrait d'Angela Merkel et puis on évoque son impact européen. Sie ist weltgewandter geworden, viel sicherer geworden im Auftreten. Aber im Kern ist sie geblieben, wie sie war. Also im Umgang mit uns, wenn wir uns mal treffen und so weiter, ist sie so, wie sie, ich sage mal, vom Prinzip her am ersten Tag gewesen ist. Charles Goerens, on sait qu'Angela Merkel, c'est quelqu'un qui vient d'Allemagne de l'Est aussi, donc qui comprend, qui a cette proximité aussi avec les pays d'Europe centrale et orientale. Est-ce que ça a joué dans son parcours européen alors? Non, je crois qu'elle a été une femme d'État. Oui. Elle a appris très vite le métier et elle va laisser le monument Merkel. Tout monument est le reflet d'une époque. Elle a marqué de son empreinte une époque. Oui, et comment? Marquée par des crises. Par exemple, elle a été extrêmement habile. Les gens ont souvent interprété ça comme de l'immobilisme. En fait, ce n'était pas de l'immobilisme, c'était un dosage très intelligent pour maîtriser les crises. Avec la crise grecque, crise des banques, crise financière, crise monétaire grecque, elle a réussi à calmer tout le monde. Donc, son art consiste à calmer le jeu. L'art du consensus, du compromis, de forger le compromis, pas le consensus au début. Elle a pris des positions très pro-allemandes, majoritaires allemandes. Dans la crise financière. Pour terminer ensuite dans le camp contraire. Et elle a réussi, dans toutes ces crises, à rassembler une majorité parlementaire derrière elle. Les Verts et les libéraux ont tous voté pour ces crises. Et puis finalement, je crois qu'elle a réussi à... Et ça, c'est sans doute son héritage. Elle a réussi à avoir dans le Bundestag 5 partis sociaux-démocrates. Oui, donc centriste, quoi, on va dire. Et pourquoi est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Parce qu'elle c'est une bonne image. Hein, oui. Elle a fonctionné comme un aspirateur. Elle a pris les idées de tous les autres, alors que ces idées étaient refusées par son parti. Et finalement, encore une fois, avec une certaine attente, avec un certain recul, avec le rétablissement du calme, elle a réussi à l'imposer. Et ça, c'est un chef-d'œuvre de l'art politique. Ça, c'est pour la politique intérieure. À l'échelle européenne, alors, j'imagine qu'au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, elle avait une emprise, une importance terrible, Eric. Avec sa permanence, 16 ans ici, 16 ans à Berlin, mais 16 ans à Bruxelles aussi. Mais je porte un regard plutôt critique, voire très critique à l'égard de Mme Merkel, l'européenne, parce que... Pourquoi ? Parce que, bon, je suis plutôt d'accord avec son prédécesseur, M. Kohl, qui a dit à un moment donné, elle va gaspiller mon héritage européen. C'est-à-dire, elle n'a pas créé l'union politique qui était normalement le next step, l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante pour l'union monétaire. Elle a trop tardé à trouver des solutions dans la crise financière et la crise de la dette, voire la Grèce, par exemple. Oui. Ça a duré jusqu'à 2015 et elle a failli rejeter la Grèce de l'euro. On parlait de Grexit, c'était vraiment à la dernière minute.
Elle n'a pas vraiment observé la crise migratoire qui couvait depuis des années déjà. Hein. Moi, j'ai commencé de rédiger des papiers là-dessus en 2005. Oui, mais là, quand même, elle a ouvert grand les Là, elle a ouvert, mais elle était bras d'Allemagne. impuissante. Il y avait un livre très, très important qui dit... pratiquement, elle ne pouvait pas prendre de décision. Elle n'a pas refermé les frontières, elle n'est pas ouverte, parce qu'elles étaient ouvertes. Elle n'a pas refermé. Elle voulait les refermer. 10 jours plus tard, elle était impuissante parce qu'il y avait un vide de pouvoir. Pratiquement, personne ne voulait prendre la responsabilité. Et donc, je trouve que l'Europe sort quand même affaiblie de son règne. On a eu le Brexit, le Brexit. On a eu le dernier sommet en juin où Mme Merkel et M. Macron... Est-ce qu'on peut lui mettre le Brexit sur la tête à Angela Merkel? Non, elle n'a pas prévu. Mais son meilleur copain, si j'ose dire, à cette époque, c'était M. Cameron. Elle a coopéré avec M. Cameron jusqu'au bout, tandis qu'elle a ignoré M. Hollande à cette époque-là. Elle n'a pas fait une relance de l'Europe après, comme le souhaitait par exemple M. Macron, qu'elle a boudé pendant longtemps. Donc moi, je suis très mitigé. Et en Allemagne aussi, d'ailleurs, la plupart des gens portent un regard plutôt mitigé maintenant, parce que l'Allemagne, on dit... européen. Voilà, non, sur son... allemand également? Allemand aussi, parce qu'on dit l'infrastructure en Allemagne, elle s'écroule. On a mal géré la crise du Covid, on dit. Hein? Oui, parce qu'au regard d'autres États européens, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai. Par rapport à la Belgique, ça va plutôt bien. Oui, là, on est d'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très... critiques et qui ne savent plus trop où se tourner. Maya, entre le monument Merkel et le bilan très contrasté d'Éric, vous vous situez où? En tant que non-allemande et journaliste couvrant l'Union européenne, moi, je pense qu'il n'y a pas eu un seul Conseil européen sans que Merkel soit le pilier absolu. Il n'y a pas eu un seul consensus qui n'ait pas été fait par Angela Merkel. En règle générale, tout ce qui avançait, c'est parce que l'Allemagne était impliquée. Oui, mais alors c'est le plus petit commun dénominateur qu'elle trouvait chaque fois. Oui, mais elle a quand même réussi au sein du Conseil européen à être l'autorité, la force suprême de cette enceinte de leaders, de 27 leaders. Donc il y avait qu'elle qui comptait véritablement. Pour forger le consensus, indispensable. Ah ben même presque, moi je dirais fascinant, parce qu'à ce point-là, réussir à émaner cette autorité, c'est quand même assez... Mais comme dit Éric, l'Europe politique, elle est dans les limbes, on n'y est pas du tout, quoi. Oui, mais les grands dossiers qui ont été faits, les grandes avancées de ces derniers mois, notamment post-Covid, je veux dire, c'est parce qu'Angela Merkel a débloqué une situation, quand on parle du plan de relance, c'est quand même parce qu'Angela Merkel est venue dire « oui, je suis d'accord avec cette mise en commun d'endettement ». C'est quand même grâce à elle que ce fonds de relance, quelque part... Elle a limité l'endettement. Elle a dit c'est une exception et ça doit rester une exception et on va limiter cela pour 5 années ou quelque chose comme ça. Et c'est le grand débat en Allemagne d'ailleurs maintenant. Est-ce qu'il faut continuer cette relance ou est-ce qu'il faut l'abandonner comme le souhaitent par exemple le FDP et les libéraux? C'est un très grand débat qui sera très important pour l'Europe aussi. Ça s'est produit, on l'a ce plan de relance. Et justement... Sous la pression de la France. Sous la pression de la France, mais surtout et avant tout, parce que l'Allemagne a décidé que oui, ils acceptaient cette formule. Parce que sinon, ça n'aurait jamais... Charles, c'est intéressant parce que l'héritage de Merkel, Angela Merkel, divise. Hein, je crois que vous êtes un peu ingrat. Je crois Éric Mons. Oui. Je crois que... Il y a débat. Hein? Oui. Je crois qu'il faut quand même considérer que Angela Merkel a géré l'acquis de l'Union européenne. Hein? Quand il s'agit d'éteindre un incendie, on est pompier. On essaye. Elle n'a pas été suffisamment architecte, je le concède. Ah, pompier mais pas architecte, quelle formule. Mais elle a été mal servie, par l'histoire. Elle n'a eu que des crises et qui n'étaient pas salutaires. Tandis que Kohl avait une crise qui lui permettait de faire tout. Kohl avait proposé l'union politique à la France, alors que la France n'en voulait pas à l'époque. Les autres n'en voulaient pas. Et ça, c'est je crois que c'est un retour de l'histoire qu'on attendra encore longtemps. C'est vrai qu'ici, il y a eu... Qu'on attendra encore longtemps. Merkel, on peut lui reprocher d'avoir été absente lorsqu'il s'agissait de faire les grands dessins. Un peu faible, oui. Mais elle a suivi donc Chirac et Schröder, qui eux, n'étaient pas des Européens convaincus. On va regarder au contraire, on laissait traîner les choses. Hein. On va regarder le soutien qu'elle affiche et qu'elle donne maintenant, enfin, aux candidats de son parti.
dass sie alles dazu beitragen, Deutschlands Wohlstand auch für die nächsten Jahre zu sichern, Deutschlands Sicherheit möglich zu machen. Und da ist derjenige, der das kann, der dafür antritt, der dafür leidenschaftlich kämpft, Armin Laschet. Und deshalb beide Stimmen CDU am Sonntag. Das ist ganz wichtig und die für den Landtag natürlich auch noch dazu. Alors, elle endosse le candidat Armin Laschet et regardez comme celui-ci est content et satisfait. Deshalb seien Sie stolz auf diese Abgeordnete, diese Bundeskanzlerin. Wir tun jetzt alles, dieses Werk fortzusetzen in den nächsten Jahren. Und da bitten wir um Ihr Vertrauen am kommenden Sonntag. Alles Gute und... Bon, allez, je vais recommencer avec vous, Eric. Vous êtes allemand, je le rappelle. Armin Laschet, bon, il n'est pas encore chancelier, il ne le sera peut-être jamais, mais si d'aventure il le devient, les choses vont changer ici à Bruxelles? Pas tellement, non, je ne pense pas, non. Il est plutôt dans la ligne traditionnelle de la CDU en ce qui concerne l'Europe. Il est peut-être un peu plus européen, plus enthousiaste, plus fédéraliste que Mme Merkel, ça je crois. Il était député européen jusqu'à 2007 ou quelque Donc chose on le comme connaît ça. ici à Bruxelles? On le connaît, oui. Mais il faut dire qu'il n'avait pas la confiance de Mme Merkel jusqu'il y a peu. Ah, oui. Elle ne l'a pas endossé. Elle a tardé. C'était vraiment très très tard hein, et je ne pense pas que le courant passe vraiment entre les deux. Non, et Parce qu'elle aurait préféré que ce soit Mme Kramp-Karrenbauer ou peut-être à la limite Mme Baerbock des Verts. Hein. Ah bon, carrément, ouais, plutôt quelqu'un d'un autre parti que de sa mais propre formation maintenant, elle politique. voit que tout est en train de s'écrouler et ça aussi, ça fait Chez les partie Verts, de son... ouais, non, ouais, chez les chrétiens démocrates, oui. en Allemagne. Elle était obligée de soutenir M. Laschet parce que sinon, elle laisse vraiment un champ de ruines dans le camp chrétien-démocrate et conservateur. Oui, Maya, Armin Laschet, là, ça va changer des choses. Même question qu'Eric. À Bruxelles, on s'attend à quoi? Ben, en Pas fait, de changements fondamentaux? Au Parlement européen, puisqu'on est là, c'est la délégation allemande du PPE, qui est le Parti populaire européen, donc la force conservatrice ici au Parlement. Il y a une telle influence allemande et l'influence de la CDU est énorme. Okay. Donc c'est vrai que, bon ben voilà, Laschet, il y aura une continuité, il y aura, voilà, ce qui serait intéressant, c'est si jamais Olaf Scholz devient chancelier. Du même parti que la présidente de la Commission européenne aussi. Voilà, le PPE, c'est ça. Et je pense que c'est plus intéressant si Scholz devient chancelier, à ce moment-là. Ce sera une cohabitation allemande à la tête de l'Europe. Complexe, parce qu'en plus, il y aura une présidente de la Commission du PPE, avec un chancelier allemand, son propre chef, d'une certaine façon, qui sera social-démocrate. Ah, oui. Donc, comme on sait à quel point aussi von der Leyen, la présidente de la Commission actuelle, est quand même aussi très liée à Angela Merkel, ça va être intéressant de voir deux partis différents à ce niveau-là. Et donc l'Allemagne jouera peut-être moins le jeu de la Commission. Jouera peut-être moins le jeu de la Commission. Non, je ne sais pas. Ça peut-être il y aura en même temps. Est-ce qu'elle joue elle-même le jeu de la CDU et du PPE? Ça aussi, Ursula von der Leyen, oui. Donc là, on voit qu'on est, on est pris dans les jeux des mécaniques internes allemandes, finalement. Là aussi, je me permets d'exprimer quelques réserves par rapport à votre analyse. Je crois qu'on surestime la Commission. La Commission s'affaiblit depuis des décennies d'années. Le dernier grand, fort président de l'Union européenne, c'était Jacques Delors. Oh là, ça va vous remonter à... Oui. Et le tout dernier, c'était Jean-Claude Juncker, qui a quand même réussi à faire des choses. Luxembourgeois. Mais, oui. C'est pas parce qu'il est luxembourgeois, c'est parce qu'il est étonnamment bien. C'est un type qui a l'Europe dans ses tripes. Hein. Il ne jure que par l'Europe. Et l'Union européenne fonctionne aujourd'hui d'une façon très différente. La Commission, qui initialement était conçue pour être la garderesse, la défendresse des traités. Tout à fait, oui. Et elle a le droit d'initiative, mais elle ne le fait pas suffisamment. Elle est faible, la Commission. Parfois, elle donne l'impression d'être le secrétariat du Conseil européen. Alors, le centre de gravité politique aujourd'hui, c'est le Conseil européen. Et tout le monde se défausse sur le Conseil européen, alors que le Conseil européen n'a aucune compétence législative. Et pourtant, on se défausse sur le Conseil européen. Donc ça, c'est une anomalie. Je n'ai aucune peur que Scholz, s'il est élu président, sera un bon président. Et je crois que c'est très mauvais signe pour Laschet
si Merkel doit lui venir en aide. Parce ah bon qu'elle ne voulait pas se mêler de la campagne électorale. Donc si Merkel vient en aide à la rescousse de la chèvre, c'est parce qu'elle perçoit la faiblesse du candidat. Allez, le mot de conclusion, Maya. Moi, je n'ai pas trop de soucis par rapport à la Commission et Mme von der Leyen, parce qu'elle connaît très bien M. Scholz. Ils ont collaboré au gouvernement de Mme Merkel. Donc elle jouera sur tous les tableaux. Elle est très centriste, lui aussi. Hein. Alors donc il n'y a pas de, sur la ligne il n'y aura politique, pas de il n'y aura pas de- friction. Le plan de relance, c'est aussi l'œuvre de Scholz Voilà, et de Merkel exactement. ensemble. Hein. Voilà, Au donc, contraire, pas trop les d'inquiétude social-démocrates à ce niveau-là. misent tous Maya, pour sur... terminer. Pour rebondir juste sur ce que vous disiez, mais la présidente de la Commission, elle est directement nommée par le Conseil. Il faut voir aussi que comme Elle dépend tout des ça chefs se d'État. fait dans une cuisine interne, à ce moment-là, peut-être que votre groupe le défend, faites vraiment des élections qu'un président de la Commission soit à ce moment-là légitimé par soit le légitimé. démocratiquement, Parce ce qui n'est que- pas toujours le cas, c'est de la cuisine Si interne, Maya, comme vous si dites. elle fait trop de concessions, allez. ça révèle sa volonté de briguer un second mandat. Donc, le tout dépend un peu de la façon dont elle va s'articuler au cours des prochains Allez, mois. des concessions, une commission faible, peut-être qu'on va en reparler dans le chapitre suivant, où on va évoquer justement ces droits fondamentaux, notamment l'indépendance de la justice foulée aux pieds en Pologne. Et là, la commission qui essaye de mettre la pression, mais n'y arrive pas toujours. Allez, petite pause. Alors, l'indépendance de la justice toujours mise en cause en Pologne. Vous savez que la Commission européenne essaye de mettre la pression pour que les choses changent. On attend les décisions, notamment de la Cour constitutionnelle polonaise là-dessus. Il y a aussi des députés européens qui sont partis en mission cette semaine en Slovaquie pour vérifier où en était l'état de droit là-bas. Ça vous inquiète, monsieur le député Charles Goerens, toutes ces dérives, que ce soit en Pologne, en Hongrie, là on parle de la Bulgarie aussi, voire la Slovénie? Mais l'Union européenne est une communauté de droit. Oui. C'est l'état de droit entre 27, et si on abandonne le respect de l'état de droit, on sabote, on boycotte l'Union européenne. Donc, c'est le début de la fin de l'Union européenne. Oui. Donc, nous avons l'article 2 qui définit les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Nous avons l'article 7 qui prévoit des sanctions. Elle a ceci d'inconvénient. Elle a cet inconvénient que la sanction ultime doit être prononcée à l'unanimité. Donc on se heurte toujours sur l'unanimité qu'il faudrait changer par le traité, qui lui-même ne peut être changé que par l'unanimité. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Et ça ouvre un espace de coopération, peut-être pas à 27, mais à moins de 27, des coopérations qui vont regrouper des pays qui vont se dire on ne va pas se laisser entraîner dans la dérive par les récalcitrants. Les Polonais, enfin tous les pays de Visegrad, c'est dur, hein, c'est toujours sur eux que ça se concentre. ont demandé de consolider la démocratie chez eux. Aujourd'hui, ils foutent la démocratie des pieds. Donc ça, c'est pas acceptable. Éric, même lecture que monsieur le député? Oui, à peu près. Peut-être quelques nuances quand même. Alors, c'est Mme Merkel qui a introduit cette clause de l'état de droit qui va s'appliquer au budget européen. Ça, c'était une bonne chose. C'est-à-dire privé, pour expliquer aux gens, Voilà. privé d'une partie des subsides si on ne respecte pas l'état de droit. Et c'est cela ce qui est en jeu aussi maintenant. Mais de l'autre côté, il faut savoir que la Cour suprême allemande aussi, elle émet des réserves par rapport à la Cour au Luxembourg. C'est à peu près la même chose. Ça, c'est inadmissible. Voilà, et il y a une procédure de la Commission européenne contre l'Allemagne aussi. Et la Alors, Cour c'est pas que constitutionnelle la allemande, Pologne. sans rentrer dans Donc, tous les détails, le problème pour est les gens, mais plus bon, complexe. Maya, là-dessus? Moi, je trouve que depuis 2016, parce qu'il faut voir que ça dure depuis 2016 avec la Pologne, ce qui se passe, parce que les tout premiers moments de confrontation avec la Commission européenne, c'était en 2016, et c'était le moment où on a demandé cet article 7 contre la Pologne. Depuis 2007, il y a un va-et-vient permanent entre la Commission européenne et la Pologne de lettres, de mise en garde, de mise en demeure. On arrive à chaque fois à des processus administratifs, des strates très compliquées, où même nous, journalistes, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, parce que c'est toujours on vous envoie une mise en demeure, la Pologne on tergiverse, on essaye de créer un dialogue qui, en fait, est un dialogue de sourds, parce que la Pologne ne répond pas, ou alors quand elle répond, elle dit « nous, on veut la primauté du droit national et pas européen ». Donc en fait, c'est un espèce de labyrinthe incompréhensible pour la plupart des gens, et ça arrive à ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire la Commission européenne qui véritablement envoie des sanctions à la Pologne. On arrive à un stade... Oui, mais on ne sait pas si tout ça... sera appliqué et de quelle manière. M. Goerens rappelait l'article 7, c'est quand même, à la fin de l'article 7, il y a quand même des sanctions réelles qui veulent dire que la Pologne ne pourra plus voter
au sein du Conseil donc c'est européen. ça l'article 7, pour qu'on comprenne bien. Hein, les c'est gens ça qui nous l'article suivent, 7 et c'est extrêmement contraignant. C'est-à-dire qu'un pays n'a plus de droit de vote. Je veux dire, c'est-à-dire Donc que il est le pays ne virtuellement décide plus sur exclu rien. alors. Oui, oui. Mais ça n'arrivera jamais Ça parce qu'il y a la n'arrivera jamais. Hongrie. Oui. Voilà, il y a d'autres pays d'Europe de l'Est qui vont dire non, non, non. Il y a le principe d'unanimité, il y a la règle de l'unanimité, donc la Hongrie va bloquer. Donc on est complètement coincé. Donc on est tellement coincé dans cette histoire et je trouve que c'est ça qui rend... on a l'impression que c'est un espèce de truc qui n'aura aucune sortie. C'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute des États membres. Hein. Oui. C'est pas à l'Europe qu'il faut faire porter le chapeau. C'est pas à une Europe qui est en fait dépositaire des compétences auxquelles les États membres veulent renoncer. Elle ne peut rien faire de plus, sinon elle est accusée devant la Cour de justice de l'Union européenne pour abus de pouvoir. Donc il faut changer les traités. Mais comment changer les traités à 27 si on est sûr que les pays de Visegrad, c'est les coopérations et comme vous avez dit, la Bulgarie, ne sont pas prêts à le suivre. Je ne sais pas si créer un arsenal comme ça de pression légale, administrative met l'Europe en valeur non plus, en fait, parce que il y a une impression de lourdeur là-dedans qui fait que on ne sait pas comment se sortir. Et en fait, on utilise tout le temps la loi, les règlements pour essayer de conclure quelque chose de politique. Et on n'y arrive pas, c'est politique en fait. Quoi. Il faut trouver une solution politique. D'autres moyens Est-ce que vous voyez que des d'autres coopérations moyens renforcées ou bien alors du juridique? L'unanimité, peut-être. L'unanimité. Le premier grand test pour le nouveau gouvernement allemand. Alors, cette querelle avec la Pologne et l'Hongrie sur l'état des droits, ça va être dur et ça va sortir cet automne normalement. Ça sera le premier test. Grand test pour le futur ou la future chancelière allemande. Petite pause et puis on aborde la conférence sur l'avenir de l'Europe. Tout un programme. Alors, la conférence sur le futur de l'Europe. Des panels citoyens ont été mis en place. On essaye de voir plus ou moins comment ça va marcher. Il y a les optimistes et les sceptiques. Chaque semaine, on aborde un peu ce sujet avec différents députés. Il y en a qui n'y croient pas du tout, d'autres qui sont enthousiastes par rapport à cette conférence. Vous êtes dans quel camp, vous, monsieur le député? Moi, je suis optimiste. Si vous n'êtes pas optimiste dans les affaires européennes, ne vous en occupez plus. Restez chez vous, quoi. Oui. Non, je crois qu'il y a des... Disons-le de la façon suivante. Il y a des pans entiers où le citoyen est en avance sur le politique. Si vous demandez aux citoyens européens s'ils veulent une défense européenne, ils sont très majoritaires à dire oui. Si vous demandez aux citoyens européens est-ce que vous êtes pour un partage des charges raisonnable avec à la clé une Europe qui arrive à gérer à un moindre coût les crises les plus dures, les citoyens sont d'accord. Alors, est-ce que c'est une campagne publicitaire qu'il faudrait pour faire accepter cela? Je ne sais pas. Alors, on a pris une autre voie. On a demandé aux citoyens, exprimez-vous. Moi, je ne vais pas donner de leçons aux citoyens. Je vais écouter ce qu'il va dire. Il va sans doute s'exprimer sur la défense. Il va sans doute s'exprimer sur le social. Il va sans doute s'exprimer sur la place de l'Europe dans le monde. Et dans tous ces domaines, si on évalue les résultats, qui seront probablement... On les accepte et qu'on les traduit dans des changements. Voilà, donc ça me permet d'être plus optimiste. Ok, voilà un député optimiste. Éric, de votre côté? Malheureusement, je dois constater qu'en Allemagne, on ne prend pas du tout note de cette conférence. Ça n'intéresse virtuellement personne. Et non, pas du tout. On ne trouve pratiquement mot dans les médias allemands, malheureusement. Alors, j'avais réfléchi à la question si je devais aller à Strasbourg pour la première séance avec les citoyens. Personne ne l'a fait. Oui, c'est ça. À Strasbourg, il y a eu la première réunion avec les citoyens. Voilà. C'est très dommage. Mais sur le fond, je pense que c'est un alibi. Parce qu'on a confisqué les élections européennes en 2019. C'est un alibi politique du Conseil. Le Conseil a confisqué les élections. Maintenant, on a mauvaise conscience. Il fallait faire quelque chose. Et franchement, je pense que le Parlement européen aurait dû se révolter contre cette confiscation de la carrément, et ne pas l'accepter alors. Oui, il aurait refusé le choix du Conseil, mais c'est trop tard. Et maintenant, on parle de cette conférence, on remet le poids du futur. Des changements, et donc elle va susciter des attentes et le risque sur les citoyens. Voilà, les attentes des citoyens. C'est ça le grand risque, Éric, si je vous résume. Oui. On dit que c'est aussi l'enfant du président Macron, cette conférence sur le futur de l'Europe. C'est majoritairement une idée du président Macron. Et moi, je pense qu'il y a une ambivalence sur ce sujet dans l'Union européenne.
si on consulte la plupart des nationalités des 27, il n'y a pas un engouement absolument extraordinaire sur cette idée. Après, je pense que l'engouement, le problème, la critique principale, c'est aussi d'avoir créé et d'essayer de créer une sorte de structure, une autre structure encore, alors qu'on en a déjà beaucoup dans l'Union européenne, avec une hiérarchie, parce qu'il faut voir, il y a une hiérarchie, il y a un board meeting, il y a une plénière, il y a un vice-président. En fait, c'est le Parlement qui aurait dû jouer ce rôle-là, finalement. C'est sans doute le Parlement qui aurait dû jouer le rôle primordial, et il le joue un peu, mais moi j'ai senti que cette critique, c'était beaucoup encore de la bureaucratie, alors qu'en fait, la vocation, c'est juste d'essayer d'écouter des citoyens, de rendre le processus simple. Et dans beaucoup de choses dans l'Union européenne, tout s'est construit autour de quelque chose de lourd. On a mis plus d'1 an à trouver un leader. C'était censé être Guy Verhofstadt. Il le voulait vraiment. Il le voulait. 2 journalistes plutôt sceptiques, un député plutôt enthousiaste. Le mot de la fin. Conclure très brièvement, Charles Goerens. Je ne suis pas naïf. Si Macron a pris les choses en main, c'est parce qu'il a été le seul dirigeant européen à parler d'Europe pendant la campagne électorale. Donc, il a été légitimé par l'électorat français de promouvoir cette idée. Et ce n'est pas au Parlement qu'il faut faire le reproche que le Parlement n'est pas seul maître du jeu. Et ce n'est pas Guy Verhofstadt qui est l'obstacle. C'est les chefs d'État et de gouvernement, c'est le Conseil. À ce que le Parlement européen fasse preuve de plus d'autorité en la matière. Attendons de voir ce que les citoyens vont nous dire. Soyons très réalistes, mais essayons de traduire dans la réalité ce que réclament les citoyens européens et essayons de changer les traités après. Traduire dans la réalité. Si la substance qui nous sera fournie par les citoyens européens vont dans ce sens. On sera attentif, du moins ici, à Club Europe. Charles Goerens, Eric Bons, Maya Delabaume, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Elle était riche, cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Club Europe, c'est tous les jeudis, 17h10, 19h10, et puis dès le vendredi sur toutes nos plateformes digitales, ln24.be. N'hésitez pas, restez bien avec nous. L'information ne s'arrête jamais sur LN24.